parler mesure. Comment mesurer ce qui compte vraiment pour la santé des collaborateurs? On va en parler avec Siam Belhadj. Je vous la présente en quelques mots. Siam Belhadj, elle est associée France RSE chez Forvis Mazars, qui est sans doute le leader international de l'audit, de la fiscalité et du conseil. Siam, elle accompagne au quotidien les entreprises dans leur transformation extra-financière entre indicateurs à suivre, dialogue social et attentes générationnelles. Vous verrez, on abordera aussi ce sujet dans l'entretien. Elle va nous livrer dans quelques instants à peine sa vision d'un sujet qui sort enfin, diront certains, des bureaux RH pour entrer dans les comités de direction. Merci, mesdames, messieurs, de bien vouloir porter jusqu'à la scène par vos applaudissements Siam Belhadj, s'il vous plaît. Bonjour, Siam. Juste le temps pour vous d'empoigner le micro. Vous allez bien? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Merci d'être là. On va parler de vous, si vous voulez bien, pour ouvrir cet entretien. Je viens d'évoquer quelques jalons de votre parcours professionnel et quelques préoccupations qui sont devenues les vôtres au fil du temps. Mais quand est-ce que ça a commencé? À quel moment, professionnellement, vous avez senti le vent tourner? Vous vous êtes dit, tiens, la santé, le bien-être au travail, c'est peut-être en train de devenir davantage un sujet de performance qu'un enjeu de conformité seulement? Eh bien, je dirais que j'en ai pris conscience assez tôt, moi-même, en tant qu'employée, puisque je suis rentrée sur le marché du travail assez jeune, autour de mes 15 ans, où j'ai effectué différents travails et où j'ai pu connaître des conditions de travail qui n'étaient pas optimales, avec des impacts physiques qui impactaient clairement mon activité, la performance que je pouvais en avoir. Et de ce fait, j'ai intégré très vite l'intérêt finalement de pouvoir disposer de conditions de travail plus optimales, puisque je me rendais compte dans l'exercice de mon travail que je perdais en performance, en ce qui était attendu, en valeur et en qualité du travail. Et cette prise de conscience, elle a été finalement continue, à la fois au sein de l'évolution professionnelle, mais aussi des clients que j'ai pu accompagner, des équipes que j'ai pu rencontrer, avec qui nous avons échangé, pour comprendre et connaître finalement quels étaient les points bloquants, quels étaient finalement les freins à la performance. Et en discutant avec les équipes, on se rend très vite compte qu'on en revient à des sujets de conditions de travail, de santé physique, mentale et de bien-être qui participent communément à cette performance globale. Alors, merci de me tendre la perche, je vais la saisir, parce qu'effectivement, précisément du côté des entreprises, est-ce que, alors, la posture, le regard, mais peut-être aussi le vocabulaire qui est employé pour parler de santé et de sécurité au travail, de bien-être au travail également, de santé mentale, évolue? Est-ce qu'on en est encore à parler de coûts, parler de risques, ou peut-être déjà, chez certains pionniers, d'investissement stratégique? Oui, alors on parle encore de risques. Et il faut continuer à le faire? Il faut continuer à le faire, ouais. Exactement, pour assurer une prévention qui soit adéquate. Jusqu'alors, on avait vraiment un prisme d'intégration de la notion de santé et sécurité via le prisme de l'accidentologie, de l'absentéisme, avec des indicateurs suivis dans les comités de direction, les COMEX, les comités d'audit. Avec aujourd'hui, on connaît un tournant vers une évolution de la prise en compte de la santé mentale, d'autres notions de bien-être et de conditions qui vont impacter la performance. Donc on n'est pas encore aujourd'hui dans une intégration pleine de ces notions. Par contre, on observe une évolution des pratiques, également portée par les jeunes générations, dans l'intégration des politiques et surtout des mesures de la performance. Allez, sur une échelle de 1 à 10, vous le placeriez où, le curseur, pour quantifier le niveau de maturité des entreprises sur cette relation entre santé, sécurité, bien-être au travail et investissement stratégique? C'est très différenciant selon les secteurs, selon difficile la taille des entreprises également, également, parce qu'on va vraiment avoir des dispositifs qui vont être peut-être plus matures. Mais il y a des secteurs, peut-être, pour reprendre le mot que vous venez d'employer, qui déclenchent plus vite que les autres?
Quand c'est lié à la réglementation, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui avaient d'ores et déjà investi. Par contre, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup plus d'investissements vers ces sujets de manière concrète, qui vont être, encore une fois, je le disais, poussés par les collaborateurs, par les candidats, mais aussi par les investisseurs, parce qu'on voit d'ores et déjà apparaître, et notamment chez certaines institutions financières, des indicateurs liés à la santé et sécurité au travail qui vont être indexés à des performances financières, et notamment les banques qui vont désormais aujourd'hui octroyer des prêts avec des taux d'intérêt qui peuvent être plus compétitifs en fonction de l'atteinte des objectifs et de la performance de l'entreprise qu'elle va mesurer d'un point de vue santé-sécurité par des indicateurs comme les taux de fréquence, mais qu'on va retrouver systématiquement dans l'inclusion des conditions des meilleurs taux d'intérêt. Donc finalement, on voit qu'il y a quand même une intégration assez concrète avec des impacts financiers sur la performance extra-financière de l'entreprise. C'est ça, et des indicateurs innovants qui vont effectivement bien plus loin que la mesure de l'absentéisme, la mesure de l'accidentologie. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous n'avez pas déjà cités et que vous sentez émerger, d'autres indicateurs ? Oui, bien sûr. Alors, on retrouve en effet des indicateurs de résultats, vous l'avez cité, sur l'accidentologie, sur l'absentéisme, qui évoluent aujourd'hui vers des indicateurs de performance qui vont être ramenés à des ratios et également des indicateurs de moyens. On a beaucoup parlé de formation, mais ça en fait partie. La part de mes collaborateurs qui vont être formés à des sujets santé et sécurité. Et on évolue aujourd'hui vers des indicateurs plus qualitatifs pour véritablement s'adresser à la cause. Lesquels, par exemple ? Ça va être le cas, par exemple, de la satisfaction des collaborateurs, avec désormais des demandes sur la manière dont ils se sentent dans l'entreprise, est-ce qu'ils pensent avoir les conditions de travail nécessaires, avec davantage de questionnements sur le stress ressenti au travail, sur la charge ressentie, pour identifier des leviers d'action et améliorer les conditions. Donc ça veut dire que concrètement, certaines des entreprises que vous accompagnez ont déjà intégré ces indicateurs-là dans leur portefeuille de mesures, c'est ça ? Oui, tout à fait. On peut en citer quelques-unes de ces entreprises un peu front-runners comme ça, qui font de ce sujet un vrai sujet de comité de direction, précisément au-delà du seul giron du RH, pour reprendre les termes que j'employais en ouverture. Oui, tout à fait. Je vous prends l'exemple d'une entreprise, une SS2I, qui travaille sur ces sujets et qui, sur le diagnostic des risques psychosociaux, des RPS, avait pour habitude de mettre en place un certain diagnostic, mais sans évolution des résultats. Et donc, finalement, ils sont allés un petit peu plus loin, puisqu'ils ont non seulement réalisé le diagnostic, ils en ont fait une restitution aux collaborateurs. Ils ont mis en place des ateliers de co-construction des plans d'action afin de s'assurer qu'ils soient adéquats et pertinents par rapport aux remontées d'informations, et surtout ils en ont fait un suivi managérial remonté en comité mensuel et avec un suivi de l'évolution. Et c'est finalement aussi ce qui a changé la donne, puisqu'au-delà des diagnostics qui étaient remontés et dont les résultats restaient très souvent dans les tiroirs des comités, il y a vraiment eu cette intelligence collective de faire participer les collaborateurs qui avaient l'identification, qui avaient la bonne idée pour pouvoir y répondre, et puis s'assurer surtout que les dispositifs en place puissent être évolutifs et pertinents. Et qui mieux que les personnes en poste pour identifier les leviers d'amélioration. Bon, à cet égard, j'imagine que vous avez écouté avec beaucoup d'attention là les premiers exposés de ce matin de Benoît Serre et de Jérémy Lamry. Ça a fait écho, ça aussi, aux réalités que vous êtes en train de décrire et que vous rencontrez dans le cadre de votre métier. Ce besoin d'agentivité, pour reprendre le terme de Jérémy Lamry, ce besoin d'évoluer, d'être formé, d'être libre d'une certaine manière. Oui, totalement. On le voit au quotidien, et je rebondis en effet sur ce que disait Benoît, sur la transformation du modèle d'organisation. L'entreprise d'il y a 40 ans n'est plus adaptée, et de cette liberté qui est vraiment attendue dans la formation, un accompagnement, mais qui soit cadré, comme l'indiquait Nicolas. C'est vrai qu'on le voit notamment avec les... C'est Lionel, mais c'est pas grave. Lionel. Lionel Strasbach, de la compagnie de Lavandière. Merci.
avec les plus jeunes générations, nous, on a mis en place, il y a 7 ans de cela, un espace collaboratif, le Future of Work, pour identifier quelles seraient les modalités de travail de demain. Et à ce titre, on a mené une étude sur les attentes de la génération Z pour pouvoir à la fois s'assurer d'y répondre, mais aussi former les collaborateurs plus expérimentés à ces attentes, puisque comme ça a été très bien dit ce matin, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèles, il y a des modèles qui sont différenciants et qui doivent tous nous faire évoluer. Et à ce titre, on a pu identifier que 2/3 des répondants, donc issus de la génération Z, demandent d'avoir de la flexibilité dans les horaires de travail, demandent d'avoir de l'autonomie. Et pour autant, 2/3 d'entre eux demandent de pouvoir continuer à venir au bureau. C'est ça. Donc c'est pas antinomique non plus. Il faut pouvoir entendre des attentes qui ne sont qu'en apparence contradictoires, en fait. Absolument. Absolument, qui ne sont pas antinomiques, qui demandent tout de même un cadre et qui questionnent sur les attentes et la manière de faire évoluer les modalités de travail. Et donc c'est là où c'est assez intéressant de pouvoir être à l'écoute et puis entendre les propositions. Je vous donne un autre exemple, alors cette fois-ci peut-être plus dans un milieu industriel ou sur une chaîne de production. L'équipe santé-sécurité avait mis en place la mise à disposition d'équipements de protection individuelle pour les collaborateurs, des formations, etc. Mais finalement, n'avait pas les résultats de performance attendus. Et donc, finalement, en questionnant les collaborateurs en question, ils ont pu identifier que les EPI, les équipements de protection individuelle de dernière génération, n'étaient pas adaptés à la manière dont les équipes travaillaient, qu'il manquait parfois le b.a.-ba. On a eu le cas de figure où en fait les collaborateurs, en leur posant la question comment est-ce qu'on pourrait améliorer, indiquaient pouvoir disposer d'un accès à l'eau au bout de la ligne, puisqu'en fait on arrête la ligne pour aller au bout de l'usine, revenir. Et donc finalement toutes les têtes bien pensantes avaient identifié une technologie dans les équipements, alors qu'en fait il s'agissait simplement d'écouter pour comprendre comment collectivement améliorer ces conditions de travail et qui participent à la performance. Alors les exemples que vous citez sont vraiment intéressants parce qu'ils montrent à la fois tout l'intérêt de mesurer pour pouvoir comparer, suivre une évolution, mais il montre aussi en creux que tout ne se mesure pas, que les chiffres ne suffisent pas en tant que tels et que toute cette démarche est forcément liée à de l'écoute active, à une culture managériale qui doit elle aussi s'adapter à un dialogue social, peut-être aussi au sein de l'entreprise, qui doit être qualitatif. Ça, c'est une balance que tout dirigeant d'entreprise doit aujourd'hui rechercher. Oui, bien entendu, puisque les chiffres d'eux-mêmes, vous le savez, on fait parler les chiffres un petit peu comme on le souhaite parfois, mais finalement on ne raisonne pas tant si on n'a pas le contexte, le qualitatif qui vient avec. Et pour garder une rationalité dans la mesure, puisque finalement ces mesures sont du reporting, ne sont que le résultat, c'est vraiment important aussi de pouvoir octroyer du temps à ce dialogue social pour comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres. Il y a quelques années de cela, on voyait beaucoup, et notamment dans les comités de direction, les COMEX, comités d'audit, une palanquée de chiffres qui étaient vraiment considérés comme de la performance, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans un tournant pour comprendre, redonner du sens, comme ça a été évoqué ce matin, qu'on observe très bien dans l'évolution des pratiques, et puis de l'organisation du travail, tout simplement. Dans l'organisation du travail qui en est faite avec du bon sens sur qu'est-ce qui peut être fait. Et ça ne passe que par le dialogue social avec les différentes parties prenantes, avec les équipes, pour collectivement trouver les bons leviers. Je voudrais qu'on revienne quelques minutes sur un sujet que vous avez déjà évoqué spontanément tout à l'heure, c'est celui de l'arrivée dans le monde du travail de cette fameuse génération Z. C'est souvent une boîte noire pour les dirigeants de 40, 50 ans et plus qui découvrent effectivement un nouveau monde, de nouvelles attentes, de nouvelles manières d'investir le travail. Il y a un vrai enjeu, et vous l'avez déjà dit, d'aller à leur rencontre, de leur proposer des modèles qui leur conviennent, mais aussi
sans doute d'articuler avec les autres générations qui sont encore au travail et qui doivent coexister. Ça aussi, c'est un défi du management aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est un défi qu'on a connu nous-mêmes dans notre organisation, puisque nous avons formé les plus expérimentés aux nouvelles attentes de la génération Z. Et puis, la considération finalement des attentes. On a vu lors de cette étude que j'évoquais que 42% des membres de la génération Z interrogés souhaitent être intégrés dans les décisions stratégiques. Et aussi, 2/3 d'entre eux souhaitent reconnaître le droit à l'erreur. Et qui n'était pas forcément dans les cultures managériales francophones, tout du moins, qui étaient mises en avant. On était vraiment dans une culture du résultat. Et c'est intéressant à entendre, à considérer, tant pour les plus jeunes, mais que pour les plus expérimentés également, pour finalement comprendre un petit peu les attentes et évoluer. On parlait de formation et d'apprentissage. Moi, je suis convaincue qu'il faut en effet poursuivre un apprentissage, y compris pour les générations Y, X, sur ces sujets et bénéficier de l'apport de cette nouvelle génération pour repenser les modèles de travail et d'organisation. Oui, dans un monde qui bouge aussi et dans lequel les cartes sont effectivement redistribuées. Benoît Serre, tout à l'heure, évoquait cet enjeu de fidélisation. Il faut attirer les talents, il faut les retenir aussi. J'ai posé la question à Lionel Strasbach dans le cadre de l'interview enregistrée qui a été diffusée juste avant qu'on ne se mette à discuter Siam. Donc je vais vous la poser aussi à vous. Au-delà de la performance économique directe, est-ce que vous aussi, vous diriez que la prise en compte qualitative de la santé, de la sécurité, du bien-être au travail peuvent être un vrai critère de différenciation pour des investisseurs, pour des clients, pour aussi des talents ? Bien sûr, c'est un critère qui est de plus en plus important. Vous évoquiez les banques tout à l'heure en conditionnalité des emprunts. Ouais. Exactement, avec un impact financier assez concret pour les entreprises et qui, encore une fois, octroie des taux d'intérêt plus intéressants en fonction de la performance sur les sujets de santé et sécurité. C'est le cas également dans l'attractivité, puisqu'aujourd'hui, et pour évoquer la génération Z, les plus jeunes collaborateurs souhaitent désormais travailler dans une organisation qui fasse sens pour eux, pour l'entreprise, et comme évoqué précédemment ce matin, de comprendre finalement quel est mon rôle dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et c'est vraiment un sujet que l'on voit au quotidien, puisqu'ils n'hésitent pas à questionner, à remettre du sens, et c'est véritablement cette façon dont on va les intégrer, mais aussi pour les clients. Et on observe très concrètement une forte demande des clients lors des appels d'offres, lors de marchés qui sont lancés. Pour gagner des points à ce moment-là. Pour gagner des points. Et on a même observé une augmentation de ces points. Quand auparavant, il y a 4-5 ans, on était dans des taux de 5% d'attribution de la note en fonction de la performance que vous allez nous proposer et qu'est-ce que vous faites au sein de votre organisation. Aujourd'hui, ces taux sont passés à 10, voire 15%, ce qui reflète de manière assez concrète l'intérêt du sujet pour les clients qui vont acheter un service, mais qui ont désormais aussi la responsabilité de s'assurer que leurs partenaires puissent travailler dans des conditions optimales pour eux, mais aussi pour leurs collaborateurs. Et ça, évidemment, ça change la donne. On voit bien dans quel sens va le courant en vous écoutant, Siam. Les freins, s'il en reste, j'imagine que oui. Où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui, vous qui auscultez la santé des entreprises de près sur ces questions ? Et si vous voulez, on identifie un certain nombre de freins, parfois en voulant aller trop vite, en prenant un sujet et en se disant c'est le sujet de demain. L'IA est le sujet de demain. C'est le sujet d'aujourd'hui, en fait. L'hybridation des modes de travail est le sujet de demain. Et donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir prendre un temps pour véritablement identifier quels sont ces risques, ces impacts, ces opportunités également qu'on peut avoir, puisqu'on n'est pas uniquement dans un prisme de risque, de coûts, mais aussi d'opportunités qu'on peut développer
pour savoir identifier et prioriser, mettre ses ressources là où ça fait véritablement sens et puis éviter finalement l'effet soufflé qui retombe sans de véritables ni résultats ni d'appropriation de la part des salariés engagés. Allez, on est pratiquement arrivé au bout de notre entretien, ça passe vite, 20 minutes, surtout quand on évoque des sujets qui sont aussi passionnants. Plein de monde suspendu à vos lèvres, Siam. 3 priorités concrètes que vous auriez envie de partager avec celles et ceux qui nous écoutent pour faire demain de la santé, sécurité, du bien-être au travail un véritable actif stratégique. 3 choses à faire, 3 choses à initier ou à mettre en pratique dès demain. Eh bien, peut-être le premier point, je viens de l'évoquer, c'est de pouvoir identifier quels sont ses enjeux propres à son activité, ses spécificités d'équipe, de fonctionnement, qui vont être très différents d'une entreprise à une autre. Savoir écouter celles et ceux qui participent à cette organisation et qui ont encore une fois toujours de très bonnes idées. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur antériorité dans la structure. Absolument, absolument. Pour que chacun puisse s'exprimer. On ne sait pas forcément où naîtra la bonne idée de demain, mais par contre, on peut créer les conditions pour les obtenir et puis de pouvoir s'engager avec agressivité. Parfois, les chantiers paraissent très importants, mais c'est finalement aussi la politique des petits pas qui, avec une implication, une intégration de l'intelligence collective, permettra d'y arriver. Merci infiniment, Siam, pour cette belle contribution à notre édition 2026 du colloque du Fonds de dotation. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur scène. Merci beaucoup, Siam Belladj.